Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Roland Atimpako. Je suis enseignant de comptabilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une analyse différentielle du résultat. Mais avant de commencer notre cours, je voulais vous rappeler les gestes importants pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. D'abord, nous devons nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ensuite, nous devons limiter nos déplacements et porter impérativement un masque avant de sortir. Enfin, nous devons en tout lieu observer la distance de sécurité sanitaire qui est d'1 mètre minimum. À présent, place à notre cours du jour. Comme on avait dit au début, aujourd'hui on va apprendre comment faire analyse différentielle du résultat. Analyse différentielle du résultat. Vous allez constater qu'on a dit différentielle, ça veut dire qu'il y a encore analyse fonctionnelle. Mais c'est analyse différentielle qui est plus adaptée aux activités parce que nous avons chaque fois dans une activité, dans un exercice, nous avons les charges variables et les charges fixes. Or, dans une analyse fonctionnelle, on ne fait pas la distinction des charges. On ne fait pas la distinction des charges. Les charges sont réparties par fonction. Mais ici, il faut distinguer les charges variables des charges fixes. Bon. À présent, nous avons un exercice qu'on doit essayer de traiter ensemble. Et dans cet exercice, nous avons le compte d'exploitation de l'année 2015, et les prévisions pour l'année 2016. Par rapport à l'année 2015, on a dit l'entité Bakidja. Vous fournissez les informations suivantes dans le but de procéder à l'analyse de la rentabilité de ces activités. À ce niveau, vous allez constater que pour l'exercice 2015, on vous a donné les charges par nature. Les charges par nature, c'est-à-dire quoi? Transport, services extérieurs, impôts et taxes, autres charges, charges de personnel et puis frais financiers et puis dotation aux amortissements. Au niveau des dotations aux amortissements, ils ont donné 800 000, donc 200 000 de dotation HAO. Donc, les 200 000 là ne font pas partie de notre exercice parce que si vous regardez bien, en bas ici, on a mis quoi? On a mis RAO. Ça veut dire que nous voulons déterminer le résultat des activités ordinaires et non le résultat des activités hors activités ordinaires. Nous voulons déterminer le résultat des activités ordinaires. Donc, par conséquent, ici, on va enlever les 200 000 dedans. Les 200 000 ne font pas partie des activités ordinaires. Bon, au commencement, au niveau des renseignements complémentaires, on a donné la durée de stock qui est de 3 mois. La masse de coût variable est de 40%. On dit le stock final dépasse le stock initial de 110 000. Les frais variables, les frais sur achat sont directement enregistrés au début du compte achat. Les frais variables autres que les achats et frais sur achat représentent 12% du chiffre d'affaires. Après, nous avons donné le chiffre d'affaires réalisé à la fin de l'exercice est régulièrement réparti entre les trimestres selon les coefficients suivants. Après, on a dit l'entité réalise un résultat nul avec un chiffre d'affaires de 5 millions. Et dans la première question, on nous demande de présenter le compte d'exploitation différentielle. Ici, nous avons le compte d'exploitation différentielle d'une entité commerciale et entité industrielle. Bon, comment faire la différence entre entité commerciale et entité industrielle? Vous allez constater au niveau de l'entité commerciale, là, et on parle des marchandises. Ici, on a parlé des marchandises. Au niveau des entités industrielles, on parle de matières premières et puis produits finis. Parce qu'il faut transformer les matières premières pour pouvoir avoir un produit fini. Ici, maintenant, nous sommes en face d'une entité commerciale. Et nous avons un compte d'exploitation différentielle détaillé et puis condensé. Maintenant, nous sommes en face d'un compte pas trop détaillé, mais un peu détaillé. Parce que vous allez constater que bon, certains éléments ont été coupés normalement. À ce niveau, nous avons les frais variables, achat d'emballage, stock initial d'emballage, ainsi de suite. Mais si vous voulez, vous pouvez
présenter votre compte détaillé. Et s'il n'y a pas de valeur devant l'élément, vous pouvez mettre tiré. Ça peut aller. OK. Bon. Dans l'exercice, on ne peut rien faire sans le chiffre d'affaires et la maille sur coût variable. On nous a donné certains pourcentages. On dit la maille sur coût variable d'achat représente 40% du chiffre d'affaires. Regardez bien, les éléments qui ont été sonnés là, vous avez vu, charge variable d'achat de marchandises, la maille sur coût variable d'achat, charge variable de distribution, maille sur coût variable. Là, la variabilité là, ces éléments-là dépendent toujours du chiffre d'affaires. Ces éléments dépendent toujours du chiffre d'affaires. Par exemple, ici maintenant, pour trouver son taux, pour trouver le taux à ce niveau-là, taux à ce niveau, ça va être les charges variables d'achat des marchandises vendues sur le chiffre d'affaires. Ici également, pour trouver le taux, ça fait la marge sur coût variable d'achat sur le chiffre d'affaires. Ici, charge variable de distribution. Pour trouver le taux, ça fait charge variable de distribution sur le chiffre d'affaires. Ici également, marge sur coût variable. Pour trouver le taux, ça fait marge sur coût variable sur chiffre d'affaires. Donc, tous ces éléments sont proportionnels au chiffre d'affaires. Et ils ont donné la marge sur coût variable d'achat représente 40% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que directement, on connaît déjà ce pourcentage qui est de 40%. Le chiffre d'affaires toujours à 100%. Parce que c'est le chiffre d'affaires qu'il faut enlever les charges fixes et les charges variables pour avoir le résultat à la fin. OK. Après ça, ils ont encore donné les frais variables. Autres que les frais et autres que les achats et frais sur achat représentent 12% du chiffre d'affaires. Si on dit frais variables, normalement pour trouver les charges variables de distribution, ça fait frais variables de vente, plus achat de marchandises, plus achat d'emballage, plus stock initial d'emballage, moins stock final d'emballage. Quand nous n'avons pas ces éléments-là, donc ça veut dire que les frais variables de vente représentent en même temps les charges variables de distribution. Ils ont donné son taux. On a dit ça représente 12% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que directement, on connaît aussi ce taux. C'est bon? OK. Donc, les éléments qui ont été soulignés, grand 2, grand 3, grand 4, ces éléments-là viennent toujours en diminution. Ces éléments-là, ça vient toujours en diminution parce que c'est ces éléments qu'il faut enlever pour trouver le résultat. Donc, ces éléments viennent toujours en diminution. Donc, si les montants viennent en diminution, également, les pourcentages aussi doivent venir en diminution. C'est bon. Okay. On peut continuer. Ici, pour trouver la masse sur coût variable, normalement, si on avait les différentes valeurs ici, pour trouver la masse sur coût variable, ça veut quoi? Marge sur coût variable est égal. Ça fait marge sur coût variable d'achat moins charge variable de distribution. Ça fait ceci. Moins cher variable de distribution, c'est ça qui va donner la marge sur coût variable. Comme on ne connaît pas les valeurs, les pourcentages, on va faire aussi la différence entre les pourcentages pour trouver le taux de marge sur coût variable. Donc le taux de marge donnant 28. Le taux de marge donnant 28%. Donc, tout le monde sait que pour trouver la marge sur coût variable d'achat, marge sur coût variable d'achat, ça fait chiffre d'affaires moins la marge. Ça fait chiffre d'affaires moins charge variable d'achat des marchandises vendues. Ça fait ceci moins ceci, ça donne ça. C'est bon? Donc, comme on peut faire la différence entre les valeurs, on peut aussi faire la différence entre les pourcentages. Ça fait, pour trouver ceci, ça fait taux de marge sur coût variable d'achat est égal à 100 moins taux de charge variable d'achat des marchandises vendues. Or, je connais ceci. Le taux, ça fait 40. 40 est égal à 100 moins taux de charge variable d'achat des marchandises vendues.
Donc, on peut tirer ceci, ce qui donne directement taux de charge variable d'achat des marchandises vendues est égal à 60. Donc ici, ça donne 60%. Donc, je connais les différents taux. À défaut des montants. Mais après, vous allez constater que après charge variable d'achat des marchandises vendues, j'ai mis directement charge variable d'achat des marchandises achetées. Normalement, ça doit être d'abord le prix d'achat net, parce que c'est le prix d'achat net plus les frais variables sur achat là qui donne charge variable d'achat des marchandises achetées. Pourquoi j'ai mis ça directement? Parce que vous allez constater que dans l'exercice, ils ont dit les frais sur achat sont directement enregistrés au débit du compte achat. Ça veut dire que ces frais sont déjà enregistrés directement dans ce compte. Or, c'est les deux là qui donnent directement ceci. C'est pourquoi j'ai mis charge variable d'achat des marchandises achetées. Donc, on connaît le taux de marge sur coût variable. Dans un exercice de tête, il faut toujours courir derrière la marge sur coût variable ou bien le chiffre d'affaires. C'est le nœud dans un exercice de tête. Parce qu'avec cette valeur, vous pouvez aller en haut ou bien en bas. Donc, ici, on connaît le taux de marge sur coût variable. En bas, des renseignements complémentaires, on a mis l'entité réalise un résultat net pour un chiffre d'affaires de 5 millions. Quand même, cette information-là, ça doit nous dire quelque chose. On a dit l'entité réalise un résultat net pour un chiffre d'affaires de 5 millions. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement le seuil de rentabilité. Or, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. C'est-à-dire quoi? Vous voulez investir dans un projet et vous avez fait sortir 5 millions. Et le projet là, c'est parti sur 5 ans. À la fin des 5 ans, vous allez retrouver encore avec les 5 millions. Est-ce que vous avez perdu? Non. Vous avez gagné? Non. Parce qu'on fait 5 millions moins 5 millions, ça va donner 0. C'est ça qu'on appelle le seuil de rentabilité, le retour sur investissement. Bon. Comme on connaît le seuil de rentabilité, il y a une formule qui dit seuil de rentabilité est égal charge fixe net sur le taux de marge sur coût variable. C'est égal à charge fixe net fois CA sur la marge sur coût variable. Ici, on ne connaît pas marge, on ne connaît pas CA, ça veut dire que cette formule est absurde pour le moment. Alors, dans l'exercice, on connaît le seuil de rentabilité, on connaît le taux de marge sur coût variable, donc on peut aller chercher les charges fixes nettes. Ça va être 5 millions est égal à charge fixe net sur 0,28, parce que ici c'est 28%. 28 sur 100, ça donne 0,28. Donc, c'est dit donc que charge fixe net est égal à 1 million 400 000. 1 million 400 000. Donc, on place 1 million 400 000 ici. 1 million 400 000. Et ça vient en diminution. Après ça, nous avons les charges par nature. Charge par nature égale quoi? Charge par nature est égal les frais variables sur achat plus les frais variables de distribution plus les frais fixes bruts. Ici, les charges par nature, ce sont les comptes 605, compte 605, 61 à 69. Vous allez constater que c'est transport, ça va 61, service extérieur, ça va 62, impôt état, ça va 64, autres charges, ça va 65, charges de personnel, ça fait 66, frais financiers, ça fait 67, dotation d'amortissement, ça fait 68. Donc, ces éléments font partie de cet intervalle-là. Donc, à partir de là, on peut aller déterminer les charges par nature. Donc,
essayez de faire le calcul avec moi. Ça fait 200 000 plus 60 000 plus 16 000 plus 104 000 plus 1 44 000 plus 300 000 plus 600 000. Vous allez constater que les chèques par nature vont donner 2 324 000. Chèques par nature égale à 2 324 000. C'est bon. Si vous regardez bien, dans cette formule, les frais variables sur achat n'existent pas parce qu'on dit les frais variables sur achat sont déjà enregistrés dans le compte achat. Ça veut dire que frais variables sur achat est égal à 0. Donc maintenant, on a affaire avec frais variables de distribution et puis frais fixe brut. Dans l'exercice, pour trouver charge fixe normalement, charge fixe net, ou bien frais charge fixe net est égal à frais fixe brut moins autre produit AO fixe. Donc, comme il n'y a pas autre produit AO fixe dans l'exercice, ça veut dire que charge fixe net donne frais fixe net. Donc, charge par nature ça fait frais variable de distribution plus charge fixe net. Or, les charges par nature se lèvent à 2 324 000 est égal les frais variables de distribution on ne connaît pas, frais variables de distribution plus charge fixe. On connaît déjà les charges fixes nettes. Les charges fixes nettes s'élèvent à 1 400 000 plus 1 400 000. Donc, les frais variables de distribution donnent 924 000. Donc, frais variables de distribution, ça va être 924 000. Or, on a déjà dit que toutes ces charges sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc, nous avons la valeur et puis le taux. Donc, taux de charge variable de distribution est égal à charge variable de distribution sur le chiffre d'affaires. C'est 12%. 12 sur 100, ça donne 0,12. 0,12 est égal à charge variable de distribution qu'on connaît déjà, qui s'élève à 924 000. 924 000 sur le CA. Donc, CA est égal à 924 000. CA est égal à 924 000 sur 0,12. Donc, CA est égal à 7 700 000. Donc, on connaît déjà le CA. Donc, le chiffre d'affaires, ça va être 7 700 000. Donc, comme on a dit, les charges variables sont proportionnelles au chiffre d'affaires, ça va être 7 700 000 fois 0,6. Ceci donne 4 620 000. Ça moins ça va donner ceci. Ça donne 3 8 000. C'est bon? Ça, moins ça va donner marge. Ça donne 2 156 000. Ça, moins ça va donner le résultat suivant. Ça donne 756 000. Plus autre produit AO variable. Donc, comme il n'y a pas autre produit AO variable, on va tirer ça avec ça. Ça donne
756 000. Donc, s'il n'y a pas autre produit à avoir, le résultat suivant égale à RAO. Ce n'est pas fini. Ça reste la ligne stock initial et puis stock final. Vous allez constater que dans l'exercice, ils ont donné la durée d'écoulement des marchandises. La durée d'écoulement des marchandises. La durée d'écoulement des marchandises. Qui est de 3 mois. On sait que durée est égale à 12 heures sur R. Si c'est un mois, comme ils ont donné 3 mois, ça fait 3 est égal à 12 heures sur R. Donc directement, R est égal à 4. Or, R égale quoi? R, ça signifie vitesse de rotation et stock. R est égal coût d'achat, comme dans un coût variable d'achat des marchandises vendues sur le stock moyen. Si vous regardez bien, on connaît déjà R qui est égal à 4. Coût variable d'achat des marchandises est égal à 4 620 000. Donc ça fait 4 est égal à 4 620 000 sur stock moyen. Donc, stock moyen donne stock moyen donne 1 155 000. Donc, stock moyen. Donc, vous avez intérêt à maîtriser toutes vos formules parce que c'est un chapitre vraiment à formules. Donc, vous avez intérêt à maîtriser toutes vos formules. Si vous maîtrisez vos formules, il n'y a pas de problème. Hein? C'est très facile. Vous voyez comment nous sommes en train de manipuler les chiffres. Ce n'est pas compliqué. Donc, stock moyen est égal à stock initial plus stock final sur 2. Donc, avec 1 155 000 est égal stock initial plus stock final sur 2. Donc, stock initial plus stock final est égal. Ça fait ça fois ça, fois 2, ça donne 2 310 000. Alors, dans l'exercice, ils ont dit, le stock final de marchandises dépasse le stock initial de 110 000. On va écrire rapidement cette relation. On dit stock final. C'est bêtement, hein? C'est très simple. Stock final dépasse le stock initial de 110 000. Ça veut dire que stock final est égal à stock initial plus 110 000. Donc, ici, on peut remplacer stock final par cette égalité. Donc, ça va être stock initial plus stock initial plus 110 000 est égal à 2 310 000. Donc, ça va être 2, stock initial est égal. « 2 200 000. Donc, stock initial est égal. On fait diviser par 2, ça donne 1 100 000. Donc, en même temps, stock final est égal. Stock final donnant 1 210 000. Donc, stock initial fait 1 100 000. Stock final, 1 210 000. C'est ce qu'on trouve ici qu'on reporte sur cette ligne. Donc, on peut reporter ce montant-là en bas ici. Ça fait 4 620 000. Comme le tableau, on peut le tableau du haut vers le bas, de la même manière du bas vers le haut. Donc, on connaît ceci, on peut quitter le bas pour aller chercher cette ligne. Ça fait 4
620 000. Si on veut quitter le bas là, ça fait signe contraire. Comme ici c'est moins, ça va devenir plus. Plus 1 210 000. Moins 1 100 000. Donc ça donne 4 730 000. C'est ça. Donc, on a fini avec le compte d'exploitation différentielle. On va continuer un peu dans les questions. Ici, on nous a demandé de calculer la marge et l'indice de sécurité puis commenter. C'est très simple. Ici, calculons la marge de sécurité. Marge de sécurité est égale à chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Donc, marge de sécurité égale à 7 700 000 moins 5 millions. Donc, marge de sécurité est égale à 2 700 000. Commentaire. Qui va essayer? On peut commenter directement. Toute diminution du chiffre d'affaires de plus que 2 700 000. Je reprends toute diminution du chiffre d'affaires de plus que 2 700 000 entraînerait l'entité dans une zone de perte. Après avoir calculé la marge de sécurité, on peut calculer l'indice de sécurité. Indice de sécurité est égal à marge de sécurité sur le chiffre d'affaires. Ça fait indice de sécurité, ça fait 2 700 000 sur 7 700 000. Donc, ce qui donne 0,35064. Bon, ça va sensiblement égal à 0,35. Donc, soit 35%. Commentaire. Commentaire. Ça donne bien un commentaire. Il suffit seulement de remplacer ici par... Ici, on dit toute diminution du chiffre d'affaires de plus que 35% entraînerait une entité dans une zone de perte. Vous avez vu là-bas, on avait dit marge de sécurité de 700 000. Ici, on a remplacé par indice de sécurité de 35% entraînerait l'entité dans une zone de perte. Ok. Maintenant, on va déterminer la date de sécurité, du seuil de rentabilité. On va déterminer la date du seuil de rentabilité. Vous allez constater que le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires est réparti selon les coefficients. Ça veut dire que le chiffre d'affaires est irrégulier. Déterminons la date du seuil de rentabilité. Nous avons deux cas. Cas où le chiffre d'affaires est régulier. Si le chiffre d'affaires est régulier, donc date du seuil de rentabilité est égale à 12 fois seuil de rentabilité sur CA ou 12 fois chiffre fixe net sur CA. Mais ici, à partir des coefficients de variation là, ça veut dire que le chiffre d'affaires est irrégulier. Donc ici maintenant, le chiffre d'affaires est irrégulier. Si le chiffre d'affaires est irrégulier, il faut forcément passer par un tableau statistique. Et dans le tableau, nous avons colonne période, coefficient, chiffre d'affaires périodique et puis chiffre d'affaires cumulé. Si vous faites la somme des coefficients, ça donne 4. Donc pour trouver le chiffre d'affaires de chaque trimestre, ça fait le chiffre d'affaires de 7 700 000 sur 4 fois le coefficient de chaque trimestre.
le mieux, après avoir fait les 7 700 000 sur 4, il faut mémoriser le résultat. Et chaque fois que vous allez faire le résultat, il faut voir le coefficient de chaque trimestre. Et ça donne ces différents chiffres d'affaires périodiques. Et après, vous allez faire le chiffre d'affaires cumulé. Comme vous avez l'habitude de déterminer l'amortissement en premier, pour trouver l'amortissement, ça fait la somme des annuités. Donc, le chiffre d'affaires cumulé à la fin, ça doit donner forcément les 7 700 000. Or, vous voulez la date du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est combien? C'est 5 millions. Donc, après, vous allez localiser l'intervalle dans lequel se trouve 5 millions. Regardez, si vous choisissez ici, ceci-là, le montant précédent est déjà supérieur à 5 millions. Ça veut dire que c'est impossible. Ici, on a constaté que le seuil de rentabilité se trouve dans ce intervalle-là. Parce que le montant précédent est inférieur à 5 millions et 5 millions est inférieur à 5 390 000. Parce qu'on veut passer par l'interpolation linéaire. Donc, on va essayer d'encadrer les 5 millions. Ça fait 1 925 000 inférieur à 5 millions inférieur à 5 390 000. On veut la date, forcément on doit mettre les périodes. Ici, 1 925 000, ça correspond au deuxième trimestre. Le mieux, je vous conseille d'aller en mois. Il faut convertir les 2 trimestres en mois en même temps. Donc 2 trimestres égale à 6 mois. Donc ça fait 6 inférieur à la date du seuil de rentabilité inférieur. Ici, 3e trimestre, ça fait 9 mois. Inférieur à 9. Et donc vous allez poser, ça fait 5 millions moins 1 925 000 sur 5 390 000 moins 1 925 000. Vous allez, vous pouvez faire ça, moins ça, ou bien ceci, moins ceci. Mais si vous faites moins la valeur supérieure, vous allez travailler les nombres à virgule. Or, d'habitude, les nombres négatifs là, vous font peur. Donc, le mieux, c'est de travailler les nombres positifs. Ça veut ça, moins ceci, est égal. Date du seuil de rentabilité moins 6 sur 9 moins 6. Bon, j'espère qu'avec ce niveau, vous pouvez déterminer ou bien on peut aller jusqu'à la fin si vous voulez. On y a rapidement. Prenez vos machines. Vous allez faire d'abord le dénominateur. Ça fait 5 390 000 moins 1 925 000. Donc, vous mettez ça en mémoire. Maintenant, le numérateur, 5 millions moins 1 925 000 divisé par la mémoire. Ça donne un nombre illimité. Il vaut mieux garder ça dans la mémoire. Ça donne 0,8, 74, 45. Bon, il faut garder ça dans la mémoire. Est égal. DSR moins 6 sur 9 moins 6, ça donne 3. Donc, pour aller directement, DSR avec ça fois ça plus 6. Donc, ça va fois 3 plus 6. Ça donne 8, ça donne 8,2. Bon, d'habitude, il faut s'arrêter à ces chiffres après la virgule comme la mathématique différentielle. Donc, ça a donné 8,66 mois. Donc, on va convertir ça en mois. Soit 8 mois. Maintenant, on fait la réponse moins 8. Si on quitte mois, on rentre en jour. Ça va fois 30. Ça a donné 19,87. Ici, à ce niveau, contrairement au budget d'approvisionnement, il faut toujours arrondir ça à la valeur supérieure. Donc, ça donne
20 jours. Vous pouvez même trouver du 9,001. Il faut arrondir ça à la valeur supérieure. Donc ça fait 8 mois, 20 jours. Ça ne finit pas. Si vous arrêtez là, peut-être le correcteur avec pitié peut vous donner la moitié. Sinon c'est 0. On veut la date. Donc ici, pour vous montrer comment déterminer la date, ici nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et puis décembre. On dit 8 mois, 20 jours. On va compter d'abord les 8 mois. On va compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, les 8 mois nous amènent dans le mois d'août. Chaque décompte nous amène à la fin de ce mois. Ça veut dire que nous sommes à la fin du mois d'août. Donc, les 20 jours là seront recherchés dans le mois de septembre. Donc, ça fait 20 septembre. C'est quelle année même? 20 septembre 2015. 2015. Donc, le seuil de rentabilité sera atteint le 20 septembre 2015. Dans cet exercice, on peut dire que l'entité a fermé ses portes dans le mois de juillet. C'est un exemple. On peut dire que l'entité a fermé ses portes dans le mois de juillet. Si dans un exercice, vous voyez que l'auteur dit que l'entité a fermé ses portes dans le mois de juillet, pour mieux décompter, il faut encercler d'abord le mois de juillet. Ça veut dire que dans votre décompte, le mois de juillet ne sera plus en compte. Ça ne sera pas plus en compte. C'est bon? Donc maintenant, on va compter les 8 mois ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute ça. Ça va être 7, 8. Ça veut dire que les 8 mois nous amènent en septembre. Donc les 20 jours restants là seront recherchés en octobre. Donc ça va être 20 octobre 2015. Ça peut aller. Ok. Donc, on a fini avec cette première partie. À la suite, ils ont parlé de changements. Il faut lire l'information de 2016. On dit pour l'exercice 2016, Nadoubi, le directeur, décide de ce qui suit. La cession d'un matériel le 1er janvier 2016. Ce matériel acquis le 1er janvier 2014 à 532 000 est amortissable sur 5 ans. De façon linéaire, cette cession entraînera nécessairement une modification des charges fixes. Premier tiers, diminution du prix de vente de 10%. Ceci entraînera aucun impact sur le coût variable unitaire. Une augmentation des quantités vendues afin de découvrir la demande exprimée. Atteindre le seuil de rentabilité le 31 août 2016. C'est ça qu'on appelle changement de structure. Vous avez constaté qu'on dit pour l'exercice 2016. Ça veut dire qu'il y a changement de structure au début de l'année. Il y a deux types de changement de structure. Il y a changement de structure au début de l'année et au cours de l'année. Mais pour au cours de l'année, on ne va pas aborder compte tenu du temps. Prochainement, comme je vous ai promis, on va aborder changement de structure au cours de l'exercice. Pour le moment, on va traiter ce qui est sur le plume. Bon. La première question, on nous demande de déterminer pour 2016, hein, pour exercice 2016. On nous a demandé de déterminer le nouveau taux de masse et coût variable. Non, on va surnommer ça comme taux de masse et coût variable 2. Déterminons le taux de masse et coût variable 2. Pour aller plus vite, on a l'habitude d'utiliser un petit tableau. Là, vous n'avez même plus besoin de bûcher la formule. Ici, nous avons éléments. Nous avons 2015 et puis 2016. On met prix de vente unitaire, on met charge variable unitaire
Et enfin, on met maille sur coût variable unitaire. Bon. En 2016, comme 2015 c'est le début de l'exercice, on travaille sur la base de 100 francs. Donc le prix de vente unitaire de 2015, on suppose que c'était 100 francs. Maintenant, pour trouver chaque variable unitaire, on sait que taux de chaque variable, ça fait chaque variable totale sur CA. De la même manière, taux de chaque variable, ça fait chaque variable unitaire totale sur prix de vente unitaire. On peut trouver taux de chaque variable totale. Taux de chaque variable totale, ça fait chaque variable d'achat des marchandises vendues plus chaque variable de distribution. Ça fait 60 plus 12, ça donne 72. 72 divisé par 100, ça donne 0,72 est égal chaque variable unitaire sur 100. Donc, ça fois ça, ça donne chaque variable unitaire qui est égal à 112. Pourquoi je vous ai expliqué comme ça? C'est que sur la base de 100 francs, ça donne toujours la même valeur. Je pourrais faire ça plus ça et mettre les 112 ici. Vous allez constater que, ou bien vous allez tirer votre compte pour dire, on fait la somme des pourcentages. Non, ce n'est pas la somme des pourcentages. Parce que comme c'est sur la base de 100 francs, ça va donner la même valeur. Pour l'année 2000, à partir de là, pour trouver la masse du coût variable qui est égale à unitaire 28. Pour l'année 2016, on a dit qu'on a constaté une diminution de 10%. Comme ici c'est 100 francs, on peut faire 100 moins 10 facilement pour trouver 90. Mais faites attention, ce n'est pas valable dans tous les cas. Si chaque variable qui était en diminution de 10%, regarde, c'est un exemple, ça fait 72 heures. 72 moins 10, vous allez trouver combien? 62. On va voir si ça vérifie. 72 moins 72 fois 0,1, parce qu'on a une diminution de 10%. Ça fait 72 moins 7,2. Ça fait combien? 72 moins 7,2, ça donne 64,8. Le virgule, ce n'est pas la même chose. Donc, comme c'est sur la base de 100 francs, si on fait moins le pourcentage, ça donne directement. Mais si ce n'est pas 100, donc le mieux, c'est de procéder ici. Ça fait 100 moins 100 fois 0,1, ça fait 100 moins 10. Ça donne 90. Parce qu'il y a des exercices comme ça. Donc, dans l'exercice, on dit les chaque variables unitaires sont restés intactes. Alors, section, ce qui n'entraînera aucun impact sur le coût variable. Là, bien dit, ceci n'entraînera aucun impact sur le coût variable unitaire. Donc, on reporte les 70 là. 90 moins 112, ça donne 18. Si je pense bien, oui, c'est ça. Donc, taux de maille sur coût variable 2, ça fait maille sur coût variable unitaire sur unitaire 2, parce que nous sommes en année 2016. Pour ne pas travailler 2016-2017, pourquoi on a nommé ça 2? Sur prix de vente unitaire 2. Alors, on connaît ça, ce n'est pas encore le taux, hein? Ce n'est pas le taux, c'est maille sur coût variable unitaire. On cherche le taux, c'est ça qu'on nous a demandé. Ça va être taux de maille sur coût variable 2. Ça fait, on compte la maille sur coût variable 2, qui est égal à 18, plus 18 sur 90. Donc, ce qui donne taux de maille sur coût variable 2. Ça va donner 20%. Hein? J'ai une bonne mémoire. 18 sur 90. Ça donne 0,2, soit 20%. Donc, taux de maille sur coût variable 2 est égal à 20%. Vous avez vu, très simple, pas tableau. Et enfin, la dernière question, on nous demande de déterminer le pourcentage de variation des quantités vendues. Déterminons le pourcentage de variation des quantités
vendu. Ici, nous, on va nommer ça par IQ. IQ. Il y a d'autres qui nomment ça par delta Q ou Y. Vous êtes libre. Mais ici, on va nommer ça par IQ. Donc, pour trouver le pourcentage de variation des quantités vendues, on doit passer par une formule de chiffre d'affaires 2. Or, chiffre d'affaires 2 est égal à chiffre d'affaires 1, facteur de 1 plus moins, pourcentage de variation des prix de vente unitaire, facteur de 1 plus moins, pourcentage de variation des quantités vendues. On connaît le chiffre d'affaires 1, mais on ne connaît pas le chiffre d'affaires 2. Donc, on y a cherché le chiffre d'affaires 2. Donc, pour trouver le chiffre d'affaires 2, on sait que taux de maille sur coût variable 2, taux de maille sur coût variable 2 est égal à marge sur coût variable 2 sur CA2. On connaît déjà le taux de maille sur coût variable 2, c'est ça qui est 20%. Ici, c'est la maille sur coût variable 2 qui nous bloque. Si on arrive à trouver la maille sur coût variable 2, on peut tirer rapidement CA2. Or, regardez bien, dans ce tableau, si vous arrivez à maîtriser votre tableau de test, ça veut dire que vous maîtrisez déjà toutes les formules possibles. Pour trouver la maille sur coût variable, ceci, ça veut quoi? En cas d'absence des autres produits à haut variable, ça veut dire que ça veut résultat suivant, plus charge fixe net ou bien RAO plus charge fixe net. Donc, la maille sur coût variable 2 est égale RAO 2 plus charge fixe net 2. On connaît, ici maintenant vous allez constater que pour aller chercher RAO 2, ça c'est un peu plus difficile. Or, on connaît la date du seuil de rentabilité. On dit que le seuil de rentabilité est atteint le 31 août. Sans précision, le chiffre d'affaires est régulier. Donc, si le chiffre d'affaires est régulier, ça veut dire que la date du seuil de rentabilité est égale à 12 fois seuil de rentabilité 2 sur CA2. Donc, ici, ce qui nous bloque, c'est seuil de rentabilité 2. On sait que seuil de rentabilité 2 est égal à charge fixe net 2 sur taux de maille sur coût variable 2. On a cherché charge fixe net 2. Charge fixe net 2 est égal à charge fixe net 1 moins annuité s'il s'agit d'une session. Ou bien charge fixe net 2 est égal à charge fixe net 1 plus annuité s'il s'agit d'une acquisition. Ici maintenant nous sommes dans le cas d'une session, par exemple d'une entité ACD. Donc on peut aller calculer rapidement annuité. On sait que annuité est égal à VO fois T sur 100. La VO ici, ça fait 532 000. Donc ça veut dire que annuité est égal à 532 000. On peut aller tirer le taux. T est égal à 100 sur N, qui veut que 100 sur 5, ça fait 20%. 1 fois 20 sur 100. Ça donne 106 400. 532 000. 106 400. C'est ça. On peut encore faire la VO sur 5, comme c'est un amortissement linéaire. Donc, à partir de là, on peut le calculer charge fixe net 2. Charge fixe net 2 est égal à 1 400 000 moins 106 400. Donc, charge fixe net 2 est égal à 1
293 600. Donc, en connaissant chaque fixe net 2, on peut tirer seuil de rentabilité 2. Donc, seuil de rentabilité 2 est égal à 1 293 600. On connaît le taux de masse couvrable 2. Le taux de masse couvrable n'est rien d'autre que 20%. Donc, ça va sur 0,2. Donc, seuil de rentabilité 2 est égal à 6 468 000. Donc, à partir de là, on peut tirer rapidement le CA2. On connaît la date de seuil de rentabilité de 1 dit. Ça fut atteint le 31 août. Ça fait 8 est égal 12 fois le seuil de rentabilité de là. 6 468 000 sur CA2. Donc, CA2 est égal à 9 702 000. 9 702 000. Ce qui nous intéresse, c'est pas CA2. C'est le pourcentage de variation des quantités vendues qu'on nous a demandé. Maintenant, on va revenir sur la formule générale. On connaît CA2. Avec 9 702 000 est égal à CA1. Ça va être CA de l'année 2015. Avec 7 700 000. On dit 1 plus moins. Si vous constatez bien, dans l'exercice, on a diminué le prix de vente de 10%. Donc ça fait 1 moins 0,1. Maintenant, on dit pourcentage d'augmentation. Ça veut dire qu'on doit augmenter les quantités vendues. Ça fait 1 plus IQ qu'on a désigné là. Donc, 1 plus IQ est égal. On va faire d'abord 1 moins 0,1. Ça donne 0,9 fois 7 700 000. Ça donne 6 930 000. Donc, si vous voulez, je vais vous écrire tout pour vous permettre de mieux comprendre ça. 9 702 000 est égal 6 930 000 facteur de 1 plus IQ. Donc, 1 plus pourcentage de variation des quantités vendues est égal 9 702 000 sur 6 930 000. 1 plus IQ est égal à 1,4. Donc, IQ est égal à 0,4, soit 40%. Donc, le pourcentage d'augmentation. Des quantités vendues est de 40%. C'est fini. C'est la fin de notre cours du jour. J'espère que ce cours vous sera utile en cette période de pandémie. À propos, je vous invite encore une fois à respecter toutes les consignes des autorités sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. À très bientôt pour notre prochain cours.